Et ainsi, je vous propose sans plus tarder de nous mettre au travail. Juste deux, trois petites annonces. D'abord, une première annonce concernant une écharpe que peut-être quelqu'un aurait par mégarde trouvée et emportée. Il s'agit donc d'une écharpe qui appartient à Jean-Jacques Alry. Peut-être Jean-Jacques, tu peux montrer l'autre écharpe parce que C'était une grande écharpe. Grande écharpe. Ça, et quand j'ai voulu la reprendre à la sortie, elle avait disparu. Oh. Alors quelqu'un avait dû la prendre par mégarde, alors il serait... Par mégarde, hein, on est... Et à l'entrée, en bas, personne ne déposait. Et à personne ne l'a déposé en bas à l'entrée. Ouais, c'est des écharpes somptueuses aussi. Et oui, voilà. J'ai une deuxième annonce, c'est une petite annonce concernant les nouvelles leçons, j'aime beaucoup le titre, les nouvelles leçons de Dasein-Analyse, avec la participation de plusieurs personnes que vous connaissez, dont notre intervenant, donc Jean-Claude Jans, puisqu'il a écrit un texte, étude numéro 13, la lecture de Rodin par Rilke. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la Dasein-Analyse, là. Ouais, au sens large, on va dire, on va pas être trop. Et donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude, mais je crois que quand même beaucoup d'entre vous le connaissez, professeur émérite de l'Université de Bourgogne, qui a travaillé récemment beaucoup sur Minkowski, si je ne m'abuse, sur la cosmologie de Minkowski, et qui, très généreusement, a accepté donc de poursuivre le travail entamé sur Blankenburg, puisqu'on a fait déjà 2 séances, on peut même dire 3 séances sur Blankenburg, puisque la séance avec Hélène, c'était aussi d'une certaine manière sur Blankenburg. Et donc, on continue notre lecture, grâce à toi, de la perte de l'évidence naturelle. Et sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, on ne s'est pas du tout coordonné, c'est la 3e ou la 4e. On ne s'est pas du tout coordonné, on ne s'est pas partagé un travail, ce qui fait que je ne savais plus trop, moi, comment partir. Donc, je vous ai lu, j'ai lu les premières, mais je n'ai pas voulu chercher absolument quelque chose qui n'aurait jamais été dit dans les 2 premières. Et donc, je vais surtout parler de ce qui m'a le plus frappé. Donc, il y aura sûrement des moments où ça va se recouper, mais présenté probablement de façon un peu différente. La première chose que j'aimerais dire à titre de préambule, en dehors du plaisir de vous retrouver, c'est que... La bonne année, excuse-moi, j'ai oublié. Oui. Alors, l'école française d'Dasein-Analyse vous souhaite une bonne année. Merci. Et la chose qui m'a le plus frappé, toujours à titre de préambule, quand j'ai découvert Blankenburg sur la perte de l'évidence naturelle, c'est qu'il existait des formes de psychose que je ne subodorais pas, dont je n'avais pas l'idée, parce que très tôt, j'ai été confronté, de façon assez proche, à de la paranoïa. Et j'ai très vite identifié, de ce fait, évidemment, pauvrement, la psychose avec les phénomènes de psychose que Blankenburg appelle luxuriants. Des phénomènes luxuriants, c'est-à-dire beaucoup de phénomènes spectaculaires, extraordinaires. Et donc, la première fois que j'ai découvert Blankenburg, c'était une vraie découverte, un nouveau pays, c'est-à-dire une forme de psychose, ou des formes de psychose silencieuses, discrètes, comparativement tout au moins. Et en ce sens, Blankenburg était vraiment, vraiment important. Ça m'a élargi un peu l'horizon. Alors, lui-même, comme vous savez probablement, lui-même a commencé par une thèse de médecine qui portait sur une forme de schizophrénie paranoïde. Et c'est seulement 10 ans plus tard que lui-même en vient à cet ouvrage qu'on connaît, qui est son ouvrage donc majeur, qui porte sur la perte de l'évidence naturelle. Alors, le caractère, je dirais, effrayant, quand j'ai découvert en tout cas, d'une certaine façon effrayante de cette forme de psychose, c'est que, ou cette forme de schizophrénie simple aussi, comme on dit, ou d'hébéphrénie, c'est qu'il est d'autant plus facile d'imaginer que nous puissions un jour en être affectés que précisément les symptômes sont à la limite presque invisibles, ou ils ne sont pas si frappants que ça.
Et ça m'a fait repenser à un passage que j'ai toujours beaucoup aimé du début de ce texte de Binswanger qui s'appelle L'homme en psychiatrie, qui avait été traduit et puis qui a été édité dans l'art du comprendre, je crois, c'était même avant le cercle hémélétique. Un passage qui est une citation du concept d'angoisse de Kierkegaard, dont que je vous cite, plutôt que de le résumer de façon moins bonne. Ce texte du concept d'angoisse dit donc ceci: dans un asile, je pense qu'il faut, enfin pour moi il faut le rappeler parce que chacun dans sa profession pense à un moment donné être arrivé, qu'il sait qu'il est à l'abri dans sa vie même. Hein. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai des enfants, j'ai une propriété, j'ai un chien, j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Mais demain, c'est peut-être quelque chose de tout à fait nouveau et d'inattendu qui m'attend et qui me surprendra. Donc je relis le passage parce qu'en ce sens, on peut tous être concernés par ce texte, même si nous ne sommes pas tous médecins. Dans un asile, le médecin, qui est assez idiot pour croire qu'il est éternellement intelligent et que sa parcelle d'entendement est protégée de tout préjudice pour la vie, est en un certain sens bien plus intelligent que les aliénés. Mais en même temps, il est plus idiot qu'eux et aussi n'en soignera-t-il pas beaucoup. J'adore parce que c'est une façon de nous rappeler cette forme de modestie que chacun, dans les domaines qui sont les nôtres, nous pouvons oublier. Hein, donc voilà, c'est ce que évoquait au départ cette découverte de cette forme de psychose simple, hein, peut-être en ce sens-là. Alors je commencerai par m'arrêter. Je disais que je parlerai de ce qui m'a frappé. Je commencerai par m'arrêter à ce que j'appellerai le style et l'allure de Blankenburg, pour, dans un second temps, m'arrêter à ces analyses psychopathologiques en tant qu'elles, à la fois, s'appuient sur la phénoménologie de Husserl et Heidegger, et, d'une certaine façon, se présentent comme une façon de corroborer cette phénoménologie. Dans un dernier temps, j'en viendrai à 3 remarques qui seront autant de questions que je me suis posées à la lecture de ce texte. Pour commencer par le style et l'allure, le style de Blankenburg se caractérise par le fait qu'il fait un usage très pondéré, si ce n'est distancé, des catégories aussi bien psychiatriques que philosophiques auquel il recourt. Alors, bon, déjà, il n'est pas le seul, ni le premier ni le dernier, à faire un usage assez distancé de la catégorie de schizophrénie, mais en ce qui concerne les catégories philosophiques, il fait un usage aussi très distancé d'une catégorie en particulier qu'il mobilise, parce qu'il le reprend à Husserl, qui est la catégorie transcendantale. Alors, même chose, catégorie d'a priori, alors les deux appartenant aussi, pas seulement à Husserl, mais aussi au langage de être étant. Hein, puisque dans être étant, on a affaire encore à ces notions. Et ce qui m'a frappé, c'est la conscience qu'il a du caractère équivoque de ces notions, des malentendus que transcendantal en particulier peut générer. Donc, il ne recourt pas à ces catégories pour, d'une certaine façon, je dirais, les présenter comme des étendards, comme quelque chose qui assurerait la consistance de sa parole. Au contraire, il les utilise comme des concepts qui... il dit à propos du transcendantal, qu'il entend au sens kantien de condition de possibilité, c'est ça ce qui est transcendantal. Et il dit du transcendantal, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de meilleure expression. Ce qui est très, très relativisant, bien entendu. Vous pouvez appeler ça autrement si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais enfin, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Donc, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas des définitions conceptuelles. Il n'y a pas toute une terminologie, soit à laquelle il tient, soit qu'il aurait inventé à laquelle il tiendrait, soit qu'il récupère, dont il hérite et à laquelle il tient, soit qu'il invente lui-même. Donc, il n'y a pas de terminologie particulière. Les concepts, dit-il dans un autre texte qui s'appelle donc, qui là aussi, donc qui a été traduit et qui a été publié en 95 par l'Art du comprendre, Phénoménologie différentielle de la perception délirante. Ces concepts sont simplement, dit-il, des fils conducteurs
d'une recherche phénoménologique orientée de façon eidétique. Donc ce sont des fils conducteurs. C'est ce qui nous permet de nous orienter, c'est ce qui nous permet de d'énoncer des choses, de dire des choses, comme toutes les notions de la langue que nous employons quand nous parlons. Je dirais que c'est exactement peut-être comme si on disait, c'est quoi, il y a des différences entre le jour et la nuit, mais le crépuscule, c'est les deux et c'est ni l'un ni l'autre. Donc on ne peut pas tenir à ces notions comme ce qui nous assurerait d'un savoir absolument évident, clair, définitif. Ce sont simplement des outils, si je puis dire, parce que ce qui l'intéresse, ce à quoi il invite d'être attentif, c'est à l'expérience, sans prendre le terme d'expérience de façon naïve, parce que bien souvent, le recours à l'expérience, c'est un recours qui est comparable à celui de recours à des termes un peu reluisants. Le recours à l'expérience est très souvent naïf, ou à l'expérimentation. Et là, il suit, c'est pour ça que je prends le plaisir de le citer, il suit Goethe. Goethe qui a plusieurs maximes, plusieurs aphorismes sur l'expérience. J'en citerai au moins deux, je ne sais plus combien, mais au moins deux. Dans des traductions qu'on pourrait toujours revoir, mais une première de ces maximes dit « La plus haute sagesse, ce serait de comprendre que tout ce qui est factuel est déjà de la théorie. » Alors on pourrait le dire encore autrement, on pourrait dire que tout fait est déjà l'objet d'une interprétation, mais la théorie c'est déjà plus simple et c'est moins sujet peut-être à discussion, ne serait-ce que, dit-il, parce que on utilise déjà des catégories, on utilise des notions, donc on l'a déjà soi-même, et c'est très conscient d'une certaine façon, l'expérience a déjà été travaillée au moment où nous la rencontrons, et nous nous rencontrons nous-mêmes dans ce que nous pensons être une expérience d'une réalité qui diffère de nous. C'est moi-même que je retrouve, au fond, quand, on pourrait dire pour aller vite, quand je fais même de la physique aujourd'hui, une théorie physique, c'est une théorie qui nous parle aussi de ce que c'est que les humains, et pas simplement de la réalité, entre guillemets, supposée, physique, extérieure, indépendante. Alors, Blankenburg le redit autrement en disant, presque toutes les descriptions, alors il est quand même nuancé, presque, toutes les descriptions dites pures entre guillemets, sont ainsi nécessairement plus ou moins, là aussi c'est très nuancé, plus ou moins chargées à l'avance de théorie, c'est la suite qui est intéressante, et ce d'autant plus que celui qui fait la description se l'avoue moins. Alors, il en résulte une voie d'approche ou une méthode qui va presque de soi, bien entendu, ça pourrait sembler trivial, puisque la tâche qui incombe au psychiatre, je cite, « devant ce qui est nouveau ou autre, et qui nous heurte chez le schizophrène », fin de citation, c'est de prendre soin, je recite de nouveau, d'élargir nos possibilités catégoriales. Élargir ces possibilités, alors pourquoi ? Pour ne pas être obligé, dit-il, de délimiter extérieurement la normale, de l'extérieur avec des catégories qu'on importe dans le phénomène auquel on a affaire. Donc, élargir nos possibilités catégoriales pour ne pas être obligé de délimiter extérieurement la normale, mais pouvoir le placer à l'intérieur, et il souligne à l'intérieur, d'une compréhension essentielle plus vaste. Alors, comment faire, comment élargir les possibilités catégoriales ? Vous connaissez la solution. Eh bien, c'est, pour ne pas importer de l'extérieur ces catégories, c'est de se mettre à l'écoute de ce que dit le patient. Et donc, d'entendre les catégories à l'aide desquelles lui-même arrive à verbaliser quelque chose de ce qu'il vit. Et là aussi, il n'est pas le premier, ni le dernier. Il n'est pas le premier, je repensais à quelqu'un... il ne va pas dire quelque chose d'absolument nouveau, mais dont je vais avoir plaisir à lire quelques lignes, parce qu'à l'époque très lointaine, c'était peu de temps après d'ailleurs la publication, quelqu'un que j'ai eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir à lire, qui est Ronald Deng dans la politique de l'expérience. Donc j'avais lu ça pratiquement quand c'était sorti, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais gardé les livres jusqu'à aujourd'hui, alors que je ne les ai pas ouverts jusqu'à, je crois, ce matin. Donc ça fait longtemps. Donc, je repense par exemple à un passage, c'est la page 76 et 77,
de la politique de l'expérience, où il dit quelque chose qu'on va retrouver dans Blankenburg. Si je le rappelle, c'est aussi parce que, bon, il faut reconnaître ou rendre à César ce qui est à César, il n'a pas tout inventé non plus. Donc c'est quelques années avant la perte de l'évidence naturelle, puisque le texte de Leng date de 67, alors que le texte de Blankenburg, c'est 71, si je me souviens bien. Mais peu importe, c'est pratiquement le même temps, hein, c'est contemporain. Alors, les psychiatres, qu'est-ce qu'il veut dire les psychiatres? Parce qu'il est connu, entre guillemets, je crois on l'a labellisé anti-psychiatrie, si je me souviens bien. Hein. Mais bon, on l'a labellisé comme ça, probablement aussi parce que c'était un peu violent pour les lecteurs, auditeurs de l'époque. Avec le recul, ça paraît moins radical. Les psychiatres ont toujours accordé peu d'attention à l'expérience, et il souligne l'expérience, à l'expérience propre au patient, du patient. Donc c'est exactement ce que redit Blankenburg. Même, alors il y en a, tout le monde en a hein, pour son argent, même dans la psychanalyse, il y a une tendance tenace à tenir les expériences du schizophrène pour irréelles ou sans valeur. On ne peut leur donner un sens qu'en les interprétant. Et sans cette interprétation éclairante, le patient reste prisonnier d'un univers délirant et aberrant. Donc, encore une fois, on pourrait lire ça dans La perte de l'évidence naturelle. Et ce qui est un complément, et ce qui va avec le titre, finalement, je ne l'ai même pas dit, parce que ça n'avait pas été annoncé comme ça. Ça va avec le titre que j'ai donné quand même, j'ai cherché un titre pour aujourd'hui. Le titre que j'ai trouvé aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est « La lumière jetée par l'œuvre de Blankenburg sur notre commune humanité ». Et donc, non pas seulement ou simplement sur la psychose ou sur la schizophrénie. Et donc, les lignes que je vais lire là consonnent avec ce titre, hein, La lumière jetée par l'œuvre de Blankenburg sur notre commune humanité. Leng écrit ceci. Je crois, phrase très courte, je crois en tout état de cause que les schizophrènes ont plus à apprendre aux psychiatres touchant le monde intérieur que le contraire. Bon, ça semble rapide, mais enfin, c'est vrai que, en tout cas, ne l'étant pas moi-même, si je lis un certain nombre de livres de psychiatrie... Alors, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ne l'étant pas moi-même. Ah, j'espère ni l'un ni l'autre. Ou les deux. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave tant que vous acceptez que je sois parmi vous. Je veux bien être l'un et l'autre. Ou l'un ou l'autre, comme vous voudrez. Donc, oui, les schizophrènes ont plus à apprendre aux psychiatres touchant le monde intérieur que le contraire. Je dirais qu'en tant que n'étant moi-même peut-être les deux ou aucun des deux, un certain nombre de livres de psychiatrie m'ont beaucoup appris de ce que l'humain pouvait être, et donc de ce à quoi j'appartenais en tant qu'humain. Donc, m'ont beaucoup appris de notre, en sens, c'est pour ça que je dis commune humanité, hein, ne serait-ce que parce que personne ne peut assurer que demain il aura la santé qu'il peut avoir aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Donc, voilà pour, je dirais, ce style. Style qui invite à recourir à l'expérience d'une façon qui n'est pas naïve. Je disais, il n'est pas le premier. On le voit, par exemple, si on lit Leng, ou alors, et là, les choses de ce point de vue-là, à l'instant, sont bien faites. On le verra à la séance de tout à l'heure, puisque ce qui a été élaboré avec l'échelle de Hies, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose qui invite à partir de ce que disent, si j'ai bien compris, les patients, pour essayer d'y voir plus clair, plutôt que d'importer de l'extérieur des catégories qu'on plaquerait sur l'expérience. Alors, Goethe, je m'arrêterai, c'est la dernière fois que je le cite, je m'arrêterai là, est beaucoup plus radical encore à propos des théories. Parce qu'il y a les concepts et il y a les théories. Il vient de parler des théories. Lorsqu'il précise, je le cite, « Les théories, c'est très, très ironique, mais j'aime beaucoup, les théories relèvent habituellement de la précipitation d'un entendement impatient qui aimerait bien se débarrasser des phénomènes et qui, pour cette raison, leur substitue des images, des concepts, voire souvent simplement des mots. » Tu peux répéter? Les théories relèvent habituellement de la précipitation d'un entendement impatient.
Alors, c'est beau, l'entendement impatient, parce que ça me fait penser à la façon dont Descartes explique l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur vient d'une disproportion en nous de l'entendement et de la volonté. En quel sens? Notre entendement, notre raisonnement, si vous voulez, est fini, mais notre volonté est infinie. Je trouve ça très beau, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous d'infini qui fait que, évidemment en disproportion par rapport à la raison, qui fait que nous nous trompons. Pourquoi? Parce que nous jugeons tout de suite. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On voit quelqu'un, on a déjà tout réglé, on l'a jugé, on sait ce qu'il en est, on n'a pas besoin d'explications ni de preuves, hein. On est très rapide, on est super rapide. Et alors pourquoi est-ce qu'on est si rapide, dit Descartes? Mais parce qu'il y a en nous quelque chose d'infini, donc on a envie de dire quelque chose d'absolu, de divin, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Si donc nous étions finis, nous pourrions suspendre notre jugement jusqu'à ce qu'on ait considéré le phénomène attentivement pour juger ensuite. Mais non, on se précipite. Donc je reprends Goethe, parce qu'il y a la parenthèse cartésienne. Les théories relèvent habituellement de la précipitation d'un entendement impatient qui aimerait bien se débarrasser des phénomènes et qui, pour cette raison, leur substitue des images, des concepts, voire simplement des mots. Alors évidemment, ça pourrait se commenter de façon très différente, mais une des façons de l'entendre, ce serait de considérer qu'il reste toujours dans les phénomènes qu'on appréhende à l'aide de concepts et de théories, il reste toujours quelque chose de plus qu'on ne saisit pas et qu'on pourrait peut-être appeler, si le terme ne vous paraît pas un peu trop grandiloquent, qu'on pourrait appeler ce qu'il y a de mystérieux dans le phénomène, ce qui nous dépasse dans le phénomène, ce qui ne peut pas être absolument saisi. Donc le danger des concepts, des théories et des mots, c'est de croire qu'on peut en avoir fini. Hein. Oui, voilà, c'est un cas de, supposons, hébéphrénie, de tel type d'hébéphrénie, et puis bon, au suivant. D'accord ? Blankenburg, donc, ne cherche pas, à mon sens, tel que je l'ai compris, à construire une théorie qui viserait à une cohérence conceptuelle systématique. Et on voit cela aussi dans le recours qu'il fait aux philosophes sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il nous invite à nous appuyer. Par exemple, peut-être premièrement, cela vaut de Husserl et de Heidegger, parce que sa référence à Husserl, c'est une référence qui est très communément critique. Il reprend à Husserl, évidemment, en particulier le concept de constitution, mais il y a une première critique de Husserl qui consiste à dire que Husserl a peut-être fait un usage de la notion de constitution qui est un peu trop métaphysique. Donc, ne me dites pas que je suis husserlien, c'est ambigu, l'héritage de Husserl. On ne sait pas si c'est, à la fin en tout cas, son usage est peut-être métaphysique. Il ne suit pas Husserl non plus dans la conception monadologique de l'ego. Et il ne suit pas non plus, je m'arrêterai là, ça fait déjà 3 critiques, ça commence à faire lourd. Il ne suit pas Husserl non plus dans la théorie que Husserl fait de la présentation. Même chose en ce qui concerne Heidegger, ce qui est intéressant, c'est qu'il assume une réinterprétation de Heidegger en posant une question qui n'est pas heideggerienne, celle de savoir comment se constitue l'être au monde. Ce n'est pas du tout heideggerien. Ça n'a pas beaucoup de sens pour Heidegger. Donc, mais en ce sens, il n'est pas plus husserlien qu'heideggerien. C'est-à-dire, et ça ne l'intéresse pas d'être ni l'un ni l'autre. Et c'est là que ce que je trouve attachant, ou du moins attirant, ou intéressant, c'est que ça manifeste sa liberté de penser. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir ces autorités-là. Il a une lecture dont l'objectif est de savoir comment comprendre l'expérience. Et si tel concept husserlien est éclairant, ou tel concept heideggerien est éclairant, eh bien, c'est l'expérience qui va décider de ce qui est juste. Et pas de savoir est-ce que il a une pensée husserlienne orthodoxe ou pas orthodoxe, ou heideggerien orthodoxe ou pas. Donc ça n'intéresse pas. La seconde, il y a une seconde leçon qui est caractéristique, je trouve, du style de Blankenburg. J'ai juste tout à l'heure dedans. Oui, mais... La seconde leçon qui appartient à ce que j'appellerais le style de Blankenburg, elle tient au-delà de l'analyse du cas de Hannah Arendt à la fécondité de l'attention qu'il accorde au petit, à ce qui est ténu.
Et il y a là quelque chose qui est important par-delà même, je trouve, la psychiatrie, par-delà même le cas particulier qui est en question, puisque le petit et le ténu, pour celui ou celle qui y est attentif, c'est ce qui annonce, ce qui esquisse l'apparition de quelque chose. Les choses, même le jour n'apparaît pas brusquement, il y a bien une aube. Et cela vaut dans les domaines les plus divers. Cela vaut par exemple, je repense à des textes, mais on n'a pas besoin de textes en fait, mais rendons à César ce qui est à César au moment où j'y pensais, à des textes du philosophe Alain à propos de la colère. Il dit, lui, c'est encore autre chose dont je vais parler, mais il dit, si je sens une colère qui monte en moi et que j'estime que cette colère n'est pas légitime, ou du moins que j'en ai assez de me mettre en colère, par exemple. Supposons cette éventualité, ça pourrait arriver. Si j'étais quelqu'un de coléreux et que finalement je souffrais moi-même de ces accès de colère. Et Alain dit, si au moment où je le vois apparaître, je me mets à genoux et j'étends les bras, c'est pas possible qu'elle se développe. Parce qu'il y a une contradiction entre la posture même de mon corps et la colère qui implique la crispation, d'accord ? C'est impossible. Ce à quoi je pense c'est légèrement différent, c'est quand une colère apparaît, elle a été préparée. Elle a été préparée par à la fois une pensée qui m'a traversé mon esprit, que j'ai nourrie, que j'ai laissé se développer, et par des légères crispations du corps. Encore une fois, c'est pour ça peut-être je repensais au corps tel qu'Alain en parle. Donc si cette légère crispation, tenue, rien du tout, une petite crispation, une pensée, mais pourquoi est-ce que, etc. Si je peux être attentif à ce ténu, je peux là, à ce niveau-là, agir et éviter que le phénomène de la colère n'apparaisse, parce que c'est encore possible. Une fois que la mayonnaise a monté, c'est trop tard, la colère explose et puis j'ai plus qu'à subir l'effet. Alors, on pourrait encore penser une dernière chose, mais c'est ce que m'a évoqué son souci d'être attentif au ténu. Vous connaissez peut-être, il y a un texte confucéen parmi les plus célèbres, dont la traduction, dans la traduction, c'est l'invariable milieu. C'est un des textes les plus célèbres, les très courts, vraiment un grand classique. Et c'est un texte qui, ça touche ce que je disais précédemment, qui porte sur le fait que le sage, c'est celui qui perçoit ce que les autres ne perçoivent pas. C'est-à-dire qu'il voit ce qui n'est pas encore évident. Et c'est le thème quand même de l'ouvrage de Mackenbourg, parce que le thème de l'ouvrage de Mackenbourg, c'est aussi que alors, je vais un peu trop vite là. Il insiste sur le fait que les évidences qui constituent le sol, la base de notre vie quotidienne, sont des évidences inaperçues. Elles ne sont pas évidentes. Et donc, il insiste sur le fait qu'il y a une inévidence de l'évident. Donc, c'est un autre sens quand même. Mais néanmoins, le sage confucéen, c'est celui qui voit ce que l'invisible. Au sens où, non pas où il n'existe pas, c'est rien d'extraordinaire, mais il voit ce qui n'est pas encore manifesté. Ce qui n'est pas encore manifeste, ce qui est encore latent, quand ça s'annonce de façon infime. Et voilà pour, je dirais, relier aussi cette suggestion de Blankenburg à quelque chose de plus large, de plus vaste, pour ne pas le laisser cela enfermé dans, c'est le cas de Wolfgang Blankenburg dans le bouquin, etc., le cas de Hannah Arendt, alors là, il y a le ténu et le petit, et puis une fois qu'on est sorti du bouquin, il n'y a plus rien. C'est un thème qui peut avoir une consistance, je dirais, consistance importante, encore une fois, dans beaucoup de domaines différents, mais bon, on n'est pas là pour développer ça dans les autres domaines. Voilà pour le style, l'allure de Blankenburg, à mon sens, elle est définie par vers où il va, vers où il veut aller, c'est-à-dire par son projet. Son projet qui se lit, alors lui il dit, à la fois comme un ouvrage de psychopathologie et d'anthropologie phénoménologique, je vous disais, on peut le formuler encore autrement, un ouvrage dans lequel il développe des analyses psychopathologiques, parce qu'il faut lier les deux, des analyses psychopathologiques qui s'appuient sur la phénoménologie, sur une anthropologie phénoménologique, et une anthropologie phénoménologique qui est nourrie inversement par les analyses
psychopathologiques. Donc en fait, quand il dit c'est une contribution à la fois, oui, à l'arrivée, les deux se nourrissent l'une de l'autre. Les deux approches se nourrissent l'une de l'autre. Et en ce sens, on pourrait dire que les formes pathologiques de l'être au monde, d'un être au monde donné, sont comme autant de variations eidétiques qui permettent de mieux saisir l'essence de notre commune humanité. Et de ce point de vue-là, le cas de Anna nous dit quelque chose de ce que nous sommes nous-mêmes sans que nous ayons besoin d'être schizophrènes pour autant. Il suffit que nous ayons des tendances schizoïdes, par exemple. On n'a pas besoin d'arriver au point d'être schizophrène. C'est de ce point de vue-là surtout que je lirai le texte en défendant le point de vue que ce livre prolonge finalement les analyses tardives de Husserl, parce que Husserl n'est pas le premier du tout, ça ne collerait pas, ça n'a pas de sens, mais les analyses des années 20-30 de Husserl, comme des analyses de l'être étant, sans du tout qu'il les combine de manière éclectique, puisqu'encore une fois, ça ne l'intéresse pas. Et ça n'a pas de sens. Je pense que si on lui faisait le reproche d'être éclectique, on passerait à côté de ce qu'il cherche à faire. On manquerait ce qu'il cherche à faire. Puisque ce qui l'intéresse, ce qu'il cherche à faire, c'est comprendre une expérience. Alors il le dit, lui, de la façon suivante. Et c'est ça un peu, encore une fois, c'est là qu'on se dit, mais alors, il va pêcher à gauche, il va pêcher à droite. La réflexion sur les transformations schizophréniques du Dasein approfondit, cette réflexion approfondit, d'une manière particulière, la connaissance phénoménologique de la constitution de l'être au monde normal. Alors dans la traduction, je n'ai pas pu vérifier, j'ai trouvé, il y avait sur un point, c'était parfois un peu étonnant pour moi. Parfois, j'ai trouvé être dans le monde. Je sais d'où il sort cet être dans le monde. Et puis parfois, mais presque plus rarement, être au monde, ce qui est plus juste au fond. Alors, je sais pas, les traducteurs ont hésité apparemment, ou alors j'ai pas eu recours au texte allemand, malheureusement. Je ne sais pas si ça se justifie par le texte allemand, mais si vous faites attention, c'est frappant. Des fois, on a l'être dans le monde, puis des fois, on a l'être au monde. On me dirait aussi, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est vrai que c'est pas grave. C'est juste un micro, un ténu étonnement. Très ténu. Alors, l'allure du livre de Blankenburg, ou l'allure de Blankenburg tout court, c'est défini aussi par le fait qu'il part d'un cas particulier. Et une critique qu'on a parfois voulu lui faire, alors ce qui est étonnant, parce qu'il répond à la critique par avance, certes dans un passage ténu, dans une note, mais il y a la réponse. On pourrait reprocher, je dirais, à son analyse, du fait qu'il parte d'un seul cas. Alors la question, c'est évidemment de savoir est-ce que c'est un cas qui est, comme on dit, paradigmatique ou pas. Et là, la note précise, c'est une note vraiment, je trouve vraiment très, très juste et fine. La note dit, mais paradigmatique, qu'est-ce que vous entendez par là, cher monsieur ? Paradigmatique, ça a deux sens, comme le disait déjà Erwin Strauss. Le paradigmatique, le cas paradigmatique, c'est ou bien le cas dans lequel on peut observer l'ensemble des symptômes d'une pathologie donnée, et donc il est paradigmatique en cela. C'est un cas plus qu'un cas d'espèce, c'est un cas par excellence, c'est le cas qui exemplifie la pathologie. Ou alors, c'est très différent, ce qui est paradigmatique peut signifier, c'est dans mon langage à moi, mais c'est à mon sens de la note, le paradigmatique peut signifier ce qui est révélateur. C'est-à-dire, un cas révèle par excellence, plus que d'autres encore, ce dont il est question. Il n'a pas besoin de réunir tous les symptômes. Ce n'est pas du tout ça, le paradigmatique. Et il me semble que c'est dans ce sens-là que le cas de Anna, du moins si on suit Blankenburg, est paradigmatique. Il n'est pas, si je puis dire, représentatif au sens où, encore une fois, il représenterait la chose, mais il est révélateur. Il fait voir. Et on pourrait même ajouter que le fait qu'il parte d'un cas singulier n'est pas nécessairement très gênant non plus, parce que peut-être que je vais là trop loin, parce que peut-être tous les cas sont absolument singuliers, et voire même uniques. Et qu'après, on peut essayer de se débattre un petit peu, de s'arranger pour en parler avec des notions qui sont toujours les mêmes,
Hein, si je dis c'est un livre, est-ce que c'est un livre écrit par un complotiste ou est-ce que c'est Mère Teresa, Blankenburg, enfin ça ne veut rien dire, un livre. Mais on a un mot, c'est ah oui, c'est un livre. On croit qu'on a compris ce que c'était, mais on ne sait pas du tout ce que c'est pour autant. Donc là aussi, je ne suis pas persuadé que le fait qu'ils partent d'un cap en particulier soit tellement gênant s'il est révélateur. Alors, avant d'en venir à ces analyses, je ne sais pas si vous avez vous-même un avis sur la question, c'est une petite question. Il y a un autre terme qui est parfois employé et qui fait concurrence à l'expression utilisée par Anna, c'est le terme de perplexité. Alors, en français, perplexité me semble un peu pauvre, parce qu'une perplexité en français peut être purement intellectuelle. Je suis perplexe. Quelle route devrais-je prendre? Mais ça n'implique pas que mon être soit saisi. Alors que la perte de l'évidence naturelle désigne l'existence dans sa totalité qui est saisie par quelque chose, pas simplement le niveau intellectuel. Donc la perplexité, alors est-ce que c'est un mot de psychiatre? Bon, je ne sais pas. Après, je me suis demandé quel pouvait bien être, mais ça c'est une hypothèse qui demanderait à être vérifiée, quel pourrait bien être le terme allemand. Alors, si le terme allemand était Ratlosigkeit, ça signifie plus que perplexité. Parce que la Ratlosigkeit, c'est le fait finalement d'être perdu à l'arrivée. C'est être perdu. Alors quelqu'un qui est perplexe, il n'est pas perdu pour autant. Hein. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? C'est pas bien grave. Est-ce que le magasin de pizza est à droite ou à gauche? Si je vais à droite, qu'il était à gauche, bah ça fait rien. Ça me mettra un peu plus de temps, mais je suis pas en quelque façon perdu. Je peux crever de faim. Oui, mais comme je suis un stoïcien qui est entraîné à pouvoir même faire des jeûnes de 40 jours, comme Moïse ou je ne sais qui, je peux me perdre un moment quand même. Pardon. Alors, voilà, le terme de perplexité. Alors, dans la préface, ça doit avoir son sens, je crois. Dans la préface que Yves Pellissier fait pour la traduction française, il rappelle que c'est un terme qui est usuel dans l'école française classique du XIXe siècle. Et ça peut être là une bonne raison de le traduire comme cela, enfin, d'utiliser le terme de perplexité, mais pour celui qui ne connaît pas cette école classique, si un jour le livre était réédité en français, ça pourrait être bien qu'il y ait une note qui rentre un peu dans le détail pour rentrer dans la consistance de cette perplexité. Alors que comme il n'y a pas de note, je reste au mot français, et le mot français, il est un peu, entre guillemets, un peu décevant tout seul, comme ça, perdu. Ce qu'il faudrait peut-être au moins faire, c'est préciser qu'il s'agit, dans le cas de Anna, d'une perplexité pratique. Parce que la perplexité... Alors, on me dirait, on est revenu au magasin de pizza, hein, mais la perplexité pratique, c'est quand même autre chose qu'une perplexité purement intellectuelle. C'est pas perplexe sur où pourrais-je aller, peut-être, cet été, je suis perplexe, d'accord? La perplexité pratique, c'est déjà plus lourd. Parce que ça veut dire qu'effectivement, je ne peux pas agir. Je ne suis pas capable d'agir. Donc, autre terme qui vient entrer un peu en concurrence dans le livre avec l'expression de Anna, qui est donc la perte de l'évidence naturelle, c'est le terme qu'elle emploie quand même elle-même aussi à plusieurs reprises, lorsqu'elle dit se sentir et sentir le monde comme étrange et étranger. Et elle dit par exemple, il y a tant de choses qui me sont si étrangères. C'est pas tout à fait la même idée que précédemment. Étrangère, je ne sais pas. Tout m'est encore si étranger. Et puis un peu plus loin, je suis en quelque sorte étrangère à moi-même. Je ne suis pas moi-même. Et pour pouvoir entrer dans la compréhension, aussi limitée qu'elle soit, d'un cas comme celui de Anna, cette notion pourrait être d'une certaine utilité pour celui qui n'y connaît rien, qui essaie de comprendre ou qui découvre ce genre de phénomène. Et j'ai pensé à un court moment à un autre texte que vous connaissez,
Donc j'ai relu le texte brièvement pour voir un peu ce qu'il en était, qui est le texte de Freud sur Das Unheimliche, c'est-à-dire qui a été d'abord été traduit par l'inquiétante étrangeté, et puis après l'inquiétant. Alors, ce que dit Blankenburg, pour être bref, c'est que Anna ne se reconnaît pas, ou ne reconnaît pas ce qu'elle vit, dans des descriptions de phénomènes de déréalisation. Là, ce qui est important, je pense que c'est une source de malentendu, d'incompréhension du cas et du texte de Blankenburg. Anna n'a jamais douté de la réalité du monde. Elle ne doute pas de la réalité du monde. Il n'y a aucune question, ça ne se pose pas. Tout à fait. Ce qui se pose, c'est comment m'engager dans ce monde, comment m'y mouvoir, comment y faire ce que j'ai à faire. C'est pas du tout la même chose. Donc elle ne se reconnaît pas dans des descriptions de phénomènes de déréalisation ni de dépersonnalisation, quoique la phrase que je viens de lire précédemment, je suis étrangère, je ne sais pas qui je suis, je ne suis pas moi-même, je suis en quelque sorte étrangère à moi-même, ça pourrait se rapprocher quand même. Donc comme elle ne les reconnaît pas, je pense que, encore une fois, c'est une entrée possible, mais qui est plutôt une impasse, ou du moins à laquelle on ne pourrait recourir que de façon très, très réservée. J'en viens, deuxième point, j'en viens à la thèse du livre. La thèse du livre qui n'a rien à voir avec l'affirmation selon laquelle il y a des psychoses qui se caractérisent par la perte de l'évidence naturelle. C'est pas du tout la thèse de Blankenburg, si vous êtes d'accord, pas du tout. À un moment donné, je me suis vu, j'ai écrit ça, puis je me suis relu, je dis, c'est pas sa thèse. C'est ce que dit Anao. Pas Anao, pardon, il y en a deux. Au moins deux. Oui. Oui, c'est intéressant quand même. Ça fait beaucoup d'Anna quand même. Hein. Enfin, deux, c'est déjà beaucoup, c'est un pluriel. Hein. Donc, c'est ce que dit Anaro. C'est pas du tout la thèse de Blankenburg. Donc, quelle est sa thèse à lui? Sa thèse, elle est plus... Elle est quelque chose comme un complément ou quelque chose qui vient réfléchir sur ce que dit Anao. Sa thèse, encore une fois, je l'ai déjà énoncée, elle consiste à dire, eh bien, si on veut y comprendre un peu plus quelque chose, il est utile de recourir au concept d'une certaine phénoménologie, et ces concepts-là, ils sont corroborés par ailleurs, leur consistance est corroborée par les analyses psychopathologiques. Donc j'en viens à ce deuxième cas, sur lequel j'essaierai d'être plus rapide, parce que je vois quand même que l'heure avance à très grands pas. Je vais être très rapide, hein, du coup, pour le deuxième pas. Mais sur des points que vous connaissez. Je ne sais pas si tout le monde a assisté déjà aux deux autres lectures, mais... Le cas de Anna, c'est le cas de quelqu'un qui perd l'évidence naturelle, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il me semble que, déjà, il faut l'entendre au pluriel. Il n'y a pas une évidence, on va dire laquelle. Ce sont des évidences. C'est une multiplicité d'évidences qui font que je peux vivre dans le monde qui est le mien, je peux me mouvoir, agir dans ce que Husserl appelle le monde de la vie. Ce sont des évidences qui font que si je vois une chaise, je ne me demande pas comment on fait pour s'y asseoir. Parce que c'est bien compliqué. Hein. Et puis après, j'y fais quoi quand je suis assis? Et comment je fais pour me lever? Parce qu'on peut imaginer effectivement des cas où, à un moment donné, je ne sais plus. Hein, ça existe. Donc, le monde de l'évidence, enfin l'évidence naturelle, c'est un ensemble d'évidences qui constitue le sol ou la base, raison pour laquelle Blankenburg va appeler cette forme de schizophrénie, si je me souviens bien, basale, hein, parce qu'elle touche la base. Et c'est un sol qui reste inaperçu pour la conscience, dans la mesure où cette conscience se déploie sur cet arrière-plan. Donc Blankenburg suggère que c'est un cas qui est intéressant pour revenir à la question de savoir comment se constitue, avant même le déploiement de la conscience telle que la conscience que nous assumons en tant que personne, comment se constitue donc ce monde avant même que nous en ayons conscience, de telle sorte qu'il nous paraisse être
toujours déjà là. Donc ça peut sembler paradoxal, mais il s'agit de savoir comment se constitue ce qui est toujours déjà là. Ça pourrait sembler contradictoire, parce que le toujours déjà, il n'est pas constitué, et ce qui est constitué, c'est donc quelque chose qui, à un moment donné, n'a pas été là. Mais c'est la contradiction qu'on pourrait percevoir là, c'est ce que j'appellerais, c'est assez classique, une opposition d'entendement. Si j'en reste là, j'en reste à une opposition d'entendement, pour autant que ce qu'on appelle l'entendement, ça dépend des définitions des mots, mais ce soit une façon de penser qui est binaire. Homme ou femme, jour ou nuit. Jour ou nuit, l'aube et le crépuscule, c'est déjà mort. Tu as déjà raté beaucoup de choses. Donc la réalité, elle n'est pas binaire, elle est plus subtile que ça. Et donc je peux penser, il faut penser, pas je peux, mais il faut penser la constitution du toujours déjà. C'est-à-dire, il faut penser la constitution, en un sens husserlien, d'un toujours déjà sur lequel met l'accent Heidegger. Sans qu'il y ait de contradiction du tout. Et sans qu'il soit infidèle ni à l'un ni à l'autre, parce que ce n'est pas le problème. Je pense qu'on devrait pouvoir penser à partir de là aussi ce que Husserl appelle, dans certains manuscrits des années 30, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'arche originaire terre. C'est un très beau texte difficile, court, c'est un très court manuscrit, mais très joli, où il part du fait que si l'ego est essentiellement incarné, en ce sens, il n'est pas du tout... il n'est pas du tout... j'allais dire, il n'est pas du tout cartésien. Il n'est pas du tout cartésien au sens des méditations métaphysiques de Descartes, en tout cas. L'ego, il est incarné, mais le corps, il flotte pas. Moi, incarné, je flotte pas dans l'espace. Le corps lui-même, il est quelque part, il est posé. Il a besoin d'un sol pour être incarné jusqu'au bout, pour être là où il est, pour être là, précisément. Sans ça, il est nulle part. Et ce sol originaire, c'est un sol qui se déplace avec nous. C'est-à-dire que là, le sol originaire, terre, l'arche, donc c'est ce qui fait, il faut penser l'arche au sens biblique du terme, hein, c'est ce qui, bref, je laisse côté la Bible. La terre originaire, c'est la terre qui est constituée, pas seulement, mais entre autres aussi de toutes ces croyances, de toutes ces certitudes relatives à le monde dans lequel je vais commencer à exister très vite. Il y a des certitudes qui, lorsqu'elles commencent à s'effilocher, commencent à vaciller, font que je ne peux plus me mouvoir dans ce monde et donc je me retrouve dans une situation comme celle de Hanao. Donc, sur quoi est-ce que nous nous tenons ? Sur un ensemble de croyances qui vont pouvoir différer culturellement, mais il y en a toujours. Et certaines vont différer plus ou moins ou pas. Et ces croyances sont en ce sens des croyances pour une bonne part héritées. Ce sont des évidences incorporées. Parce que précisément, ce sont les évidences qui font que je vais pouvoir... je dirais même, à la limite, ça peut aller très loin. C'est la croyance que le sol qui me porte va me porter la seconde qui va venir. Il n'y a pas de garantie. Ça existe qu'un sol s'effondre. Vous savez, dans ces vieilles maisons, à un moment donné, les poutres de soutènement qui sont pourries, mais à un moment donné, elles cassent. Et puis, celui qui est au deuxième étage, il se retrouve au premier. Ça existe. C'est un fait divers, assez commun. Donc rien ne nous dit que nous tous qui sommes assis ici, nous allons l'être là où nous sommes dans une minute. Je ne sais pas quel est l'état des poutres qui soutiennent cette salle-là. Et ça fait alors, nous sommes obligés d'y croire. Et nous y croyons. Et nous faisons très bien d'y croire. Un peu à la façon dont Hume, mais là, ce n'était pas sur le plan pratique, disait que nous n'avons aucune certitude relative au fait qu'il fera jour demain, ou qu'il fera nuit tout à l'heure. Nous sommes habitués à ce que, quand il fait jour, eh bien, le jour soit suivi de la nuit. Mais on ne peut pas invoquer des lois de la nature, la gravitation, parce que du jour au lendemain, ça peut changer tout ça aussi. C'était les lois jusqu'à présent, mais il y a eu un phénomène cosmogonique ou cosmique qui fait que ces lois, ça a changé, d'accord. Et puis, mais il n'y a plus de nuit. Ce serait horrible, d'une certaine façon, peut-être. Et si on était à la nuit, qu'il n'y avait plus de jour, ce serait peut-être aussi horrible. Donc, cette terre sur laquelle nous nous tenons, ce qui fait que nous pouvons... C'est un ensemble d'évidences qui sont relatives à un monde quotidien, et c'est là il y a la tournure de nouveau heideggerienne, un monde quotidien qui est constitué pour une très bonne part d'un réseau
d'outil, c'est-à-dire de significativité pratique. Je vois la chaise, je sais que c'est pas pour éplucher un légume. Quand ça, c'est pratique. Mais ce que je perçois, ce sont des signes. Alors, on pourrait dire des significations, mais il peut être utile de distinguer les significations, le mot, avec le terme de signification, des significations qui sont celles du langage, qu'est-ce que signifie ceci ou cela, de ce qu'on peut appeler des significativités, ou des signifiances, qui, elles, n'ont rien à faire avec le langage. Par exemple, le marteau signifie ça. Sur un clou ou un crâne, vaut mieux le clou. C'est une significativité ou une signifiance. Donc, ce que Anna a perdu, c'est l'ensemble de ses significations, ou si vous préférez, ses significativités. Alors, je disais que j'allais aller plus vite, mais là... ce dont parle Blankenburg, c'est donc d'un niveau de réalité qui n'est ni la réalité qu'on peut appeler théorique, telle que l'élaborent les sciences, ni la réalité qui a encore quelque chose de théorique, mais différemment, qui est celle du monde de la vie, qui est théorique, parce que dans le monde de la vie, si je dis marteau, c'est déjà de la théorie, tout ça, c'est déjà des mots, des concepts, etc. Donc, ni la réalité théorique telle qu'elle est élaborée par les sciences, ni la réalité qui est à sa façon aussi, moins intensément, mais théorique aussi dans le monde de la vie, mais la réalité qui est pré-langagière et qui peut utiliser le langage de Husserl, que Husserl appelle l'antéprédicatif, donc une réalité plus obscure, où se constitue à la fois le soi et le monde de signifiance pratique. Et cette constitution relève d'une activité qui, d'une certaine façon, est impersonnelle. Impersonnelle puisque, précisément, la personne ne s'est pas encore constituée en tant que soi conscient. Elle est impersonnelle, elle est anonyme, elle est le fait d'un jeu qui est d'une subjectivité qui est anonyme. L'expression de subjectivité anonyme étant employée par Husserl. Ça n'a rien de très bizarre. Ça dépend de la définition que vous donnez à la subjectivité. Donc, je pense que ce dont il est question là, on le retrouve aussi dans un langage légèrement différent dans Le visible et l'invisible de Merleau-Ponty, quand il parle de la foi perceptive. Alors au début, on se dit, c'est quoi la foi perceptive? C'est un truc bizarre. Il faudrait simplement peut-être, alors c'est pas très beau, mais il faudrait peut-être, si on veut mettre en relation avec ce dont parle Blankenburg, parler pas seulement d'une foi perceptive, mais scellée, d'une foi pratique, hein, ou d'une foi, c'est encore plus laid, pratique. Mais une foi pratique, même si le langage est très différent, s'il ne commente pas. Alors, je passe sur le dernier chapitre qui est tout à fait intéressant parce qu'il relativise ce qui précède en l'éclairant. C'est un cas de ce qu'il appelle l'hébéphrénie non réflexive, c'est-à-dire un cas où ce que l'on observe, c'est ce qu'il appelle, lui, un excès d'évidence, ou encore une existence qui se déploie dans un ensemble d'évidences non naturelles ou anormales. Alors, peut-être un seul exemple, ça me permet d'aller plus vite. C'est l'exemple du patient, si vous vous souvenez, qui est interrogé sur la raison de sa posture debout sur la pointe des pieds, 10, très très joli, hein, mais il faut bien s'élever dans la vie. Et donc, lui, il n'a pas du tout conscience, donc il se plaint de rien, à la limite, il va rire, Blankenburg dit niaisement, il va rire bêtement, il sera content. Je ne sais pas si c'est une expression de ce qu'on a pu appeler à une époque l'imbécile heureux, quoi. Enfin, l'imbécile, c'est pas une insulte, hein. C'est... il est heureux, il est voilà, un peu béat.
autre forme d'hébéphrénie, mais qui repose sur exactement la même perte. C'est-à-dire que c'est le versant opposé qui repose sur la même perte, parce que ce qui est perdu, c'est l'évidence naturelle, puisque l'évidence dans laquelle il est, c'est une évidence qui n'est pas naturelle. C'est pas naturel de se mettre sur la pointe des pieds en pensant qu'on s'élève dans la vie. Ça n'a pas de sens tellement. Enfin, c'est amusant en tout cas. Alors, je finirai par des questions et des remarques, trois remarques. Alors, la première, elle est relative à la dimension somatique du vécu hébéphrénique. Alors, il y a plusieurs passages dans lesquels Hannah Arendt insiste sur le fait que agir, ça la fatigue, ça l'épuise. Et donc, il y a une dimension somatique pour autant que ce trouble s'accompagne, ce que dit aussi une fois rapidement dans ces termes-là Blankenburg, s'accompagne souvent d'un phénomène d'asthénie. Donc, il y a une fatigue. Pourquoi? Alors, il dit pourquoi? D'où vient cette fatigue-là? C'est original. En revanche, il dit il y a une double fatigue. Il y a la fatigue que nous avons tous quand nous faisons quelque chose, et il y a en plus une autre fatigue, mais alors beaucoup plus intense, qui est la fatigue de devoir à chaque fois réassurer un sol qui a disparu, le sol de ses évidences. Retrouver, ah oui, c'est pour s'asseoir. Donc c'est ça qui est épuisant. Alors cette dimension somatique fait entendre notre corporéité dans un sens qui est énergétique, si vous voulez. Mais puisque ce dont elle se plaint, c'est de devoir tous les jours à nouveau recommencer, même plusieurs fois par jour, à nouveau recommencer à constituer ce que Blankenburg appelle un sol. Alors, Blankenburg le dit, mais il en reste à cette généralité, à mon sens. Il dit, notre interprétation est là où l'opération transcendantale de constitution, donc, échoue, je dirais, ou a échoué, le Dasein humain est sacrifié jusque dans sa corporéité. Et le seul autre passage que j'ai trouvé suggestif, mais qui ne me permet pas d'aller beaucoup plus loin sur ce qu'il en est de cette corporéité, c'est quand il insiste sur le fait que... quand il indique que les premiers symptômes de l'hébéphrénie se manifestent souvent au niveau corporel, soit par un soin excessif du corps, des maquillages exagérés, et simultanément, donc c'est pas soit, ça peut être les deux, une négligence du corps. Alors, il n'en dit pas grand-chose, mais je me suis dit après coup qu'il n'y avait peut-être pas de raison qu'elle ait un vécu corporel extraordinaire, pas plus que le vécu corporel de Monsieur Tout-le-Monde. Le vécu corporel de Monsieur Tout-le-Monde, souvent, il n'est pas très consistant, quoi. Il n'est pas... il faut qu'on me fasse mal pour que je me rappelle que, d'accord, j'ai telle ou telle partie du corps qui est vivante, que c'est la mienne, parce que nous n'apportons pas tellement d'attention que ça dans la vie la plus quotidienne de notre corps. Alors, il renvoie par contre alors à quelqu'un que je ne connais pas, mais dont le nom a été cité la dernière fois, en tout cas la dernière fois où j'étais là. Il renvoie aux travaux de Gisela Pankov. Alors, je suppose que c'est là qu'on peut essayer de voir, si on voulait, ce qu'il y a de plus intéressant pour lui quant à ce vécu corporel. Mais j'en reste un peu sur ma fin parce qu'il n'en dit pas beaucoup. Le deuxième point que j'aimerais indiquer, c'est que la question est la suivante. Blankenburg n'est pas tombé du ciel, pas plus que nous. Donc lui-même et sa pensée sont le résultat d'élaboration, de vie très nombreuses. Il s'inscrit dans un ensemble de traditions au pluriel qui restent, bien évidemment, mais qui restent souvent obscures. Et donc je me suis simplement posé la question de savoir comment lui se réfère aussi à pas mal de psychiatres, mais comment penser un peu plus encore ce dont il parle en relation avec d'autres perspectives psychiatriques, pour pas simplement rester... Quand c'est Blankenburg, je suis dans Blankenburg, puis après c'est comme si c'était des tranches de gâteau qui étaient séparées. Comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment ça naît, ça se transforme au cours du temps, au cours d'une tradition. J'ai repensé donc brièvement à deux presque contemporains de Blankenburg. Le premier dont il dit rien et le second qu'il nomme une fois. Le premier dont il ne dit rien, c'est Minkowski, et je repensais à son ouvrage sur la schizophrénie.
qui date de 1927, où, comme vous savez, il voit dans la perte du contact vital avec la réalité la source de la schizophrénie. Je me dis, est-ce que c'est si différent au fond? Est-ce qu'ils ne disent pas un peu la même chose? Alors il y a certains passages de Minkowski qui pourraient laisser entendre qu'à la limite on pourrait presque voir dans Blankenburg comme un commentaire de ces passages, ou en tout cas comme quelque chose qui pourrait dire de concert, ensemble. Ce sont des passages dans lesquels Minkowski s'arrête au fait que le contact vital avec la réalité doit au moins permettre de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la réalité. Parce que pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, il faut bien avoir cette relation, ce contact. Et il pense, donc en ce sens, enfin il pense non, ça supposerait de tenir compte de ce que Bergson appelle la fonction pratique de l'intelligence. Parce que l'intelligence est essentiellement cette fonction pour Bergson. Minkowski revient à plusieurs reprises sur cette fonction. Par exemple, à propos d'un malade qui se demande un matin, et là on peut se demander, oui, mais est-ce que ce n'est pas exactement le même genre de symptômes? Un malade qui se demandait, je cite, s'il devait poser avant la serviette ou le savon qu'il avait dans la main. Qu'est-ce que je fais? Et je peux rester longtemps si je ne sais pas. Et puis on peut venir 1 heure après, quelqu'un vient, puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je ne sais pas. Parce que c'est tragique comme histoire quand même, parce que c'est un appauvrissement de la vie de cette personne-là, en ce sens-là, c'est tragique. Alors, il n'a pas perdu tout contact avec la réalité. Il a perdu contact avec la dimension pratique de la réalité. Sur cet exemple, en tout cas, c'est patent, me semble. Et la même difficulté se retrouve dans un exemple qui est à première vue inverse, lorsque l'action est accomplie sans le moindre doute quant à la manière de l'exécuter, mais lorsque cette action est exécutée en dépit du bon sens, ou sans répondre à ce que exige la situation. Et là, je lis un court passage de la schizophrénie de Minkowski. Pendant que je suis en train d'enfoncer un clou avec un marteau, je coupe un peu, si je continue ma besogne, malgré la nouvelle qu'on m'apporte que le tableau que je voulais suspendre vient d'être cassé, je dis, ah bon? Ou que mon clou est en train d'endommager sérieusement le mur, mais je continue, Si je le fais uniquement maintenant pour exécuter à tout prix la décision prise, si enfin je n'interromps pas ma besogne en entendant mon fils dans la chambre voisine crier et m'appeler au secours, dans tous les cas, j'aurais mérité pour le moins le nom de schizoïde. Fin de citation. On est dans le même genre de difficulté de relation relation au monde au sens d'engagement pratique. Et lorsque Minkowski défend l'idée que le trouble essentiel, pour reprendre son expression, de la schizophrénie est constitué par la perte de contact vital avec la réalité, il précise que, je cite, « ce trouble se traduit par une défaillance des facteurs dynamiques de la vie psychique et porte avant tout sur le cycle de l'activité personnelle ou sur l'épanouissement de la personnalité », là ça va moins dans mon sens, la phrase suivante, « un déficit spécifique d'ordre pragmatique en résulte ». C'est en ce sens que je me disais, mais finalement, c'est pas si différent. Il y a une certaine parenté, une certaine proximité. Ils pourraient parler ensemble de leur cas et peut-être poser des diagnostics et envisager des thérapeutiques peut-être similaires. Je reviens à la fin. Alors, il y a quelqu'un d'autre que Blankenburg nomme une fois, que j'ai toujours rencontré très brièvement, malheureusement, et là, j'aurais aimé avoir une connaissance, mais vous au moins certains à en avoir, c'est Pierre Janet. Parce que ce qu'on va retrouver chez Pierre Janet, c'est l'expression que Blankenburg reprend, c'est l'expression de la fonction du réel. Minkowski nomme aussi, mais dit-il avec réserve, ce que Janet appelle, je cite l'expression de Minkowski à propos de Janet, la perte du sens de la réalité. Mais ce qui fait défaut dans ce cas-là, c'est de nouveau le sens pratique de la réalité. Et Minkowski cite un psychiatre, en ce sens, me semble-t-il, qui est Paul d'Ivry, qui manifestement devait avoir lu Bergson. Et donc, ce que dit d'Ivry, cité par Minkowski, c'est ceci. La perte du sens du réel résulte de la chute fonctionnelle du moi pratique. Ces malades sont raisonneurs, donc c'est
l'hémiphrénie réflexive en l'occurrence, ces malades sont raisonneurs et parfois très intelligents, de sorte que par abaissement de la fonction pratique du moi d'une part, hyperactivité de sa fonction spéculative d'autre part, il s'établit un déséquilibre. Alors, Blankenburg dirait, dans un sens minkowskien, une disproportion, dans leur activité psychique. Troisième et dernier point, je serai encore plus bref. Troisième question. Si les symptômes de A sont pathologiques, que serait un mode d'être qui ne le serait pas? Par rapport à quoi il y a de la pathologie? Alors on pourrait dire, parce que par rapport au fait que nous sommes adaptés, nous pouvons nous adapter à ce que exigent les situations, nous pouvons agir en conséquence, résoudre nous mouvoir dans le monde de la vie. Alors Blankenburg se garde bien d'en rester à une opposition facile, du normal au pathologique, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que c'est à la même distance que ce par quoi j'ai commencé, d'une certaine façon. Il dit ceci: le degré de l'évidence et l'étendue de ce qui est évident ne sont pas fixés une fois pour toutes. Il serait tout à fait pensable qu'une certaine perte d'évidence naturelle signifie psychose chez un homme et pas chez un autre. Ça me paraît fin, ça me paraît... Il n'y a rien de dogmatique, c'est pas joué d'avance, les dés ne sont pas déjà jetés. On se met, si j'ose dire, à l'écoute, on essaye d'observer ce qui est et de voir ce qu'on va en comprendre. Ça me paraît très très ouvert, pas du tout fermé. Et je pense en particulier ici, qu'est-ce que serait un mode d'être qui ne serait pas pathologique? Je pense ici à un mode d'être que nous expérimentons lorsque le monde, les petites choses du monde quotidien, nous apparaissent, non pas comme allant de soi, parce que c'est ça qui au départ, qui est opposé par Blankenburg à, du moins, Anna aussi, c'est ce dont elle est nostalgique, ce dont elle rêve, que les choses aillent de soi. Donc je pense à ce que nous expérimentons lorsque le monde, les petites choses du monde quotidien, nous apparaissent dans ce que il ou elle, les choses, le monde, ont de merveilleux et que le temps est suspendu. Autrement dit, l'évidence naturelle perdue par A, ce qui va de soi, se caractérise au contraire, bien souvent au moins, par son absence de relief, par son aspect terne, gris et vide. Moi, il y a une chaise, je m'assieds, si la vie se réduit à ça, c'est tout aussi triste, autrement triste. Mais c'est triste. Oui, il y a un arbre, oui, on passe devant. Comparé à ce qu'on pourrait appeler un rapport esthétique au monde. Un rapport esthétique au monde dans lequel, qu'est-ce que veut dire esthétique? C'est-à-dire un rapport, on pourrait dire là, contemplatif, dans lequel je peux être ouvert à même la beauté de Hannah Arendt, enfin la beauté pas au sens évidemment du mannequin, mais la beauté de ce bipède, de cet humain, de cette humaine qui est né un jour et qui a telle ou telle qualité, et qui, etc. Quoi. Le mode d'être qui est celui pour lequel tout va de soi, c'est le plus souvent peut-être le mode d'être de celui ou celle qui se caractérise aujourd'hui autour de nous par un constant affairement. Il faut faire ci, on va ça, et on fait les courses, après on va au travail, puis on attend les vacances, et puis après on paye les impôts, puis après on paye la facture, puis après on va au cinéma, puis il y a des moments où on peut se demander si c'est si intéressant que ça, et si ce mode d'être qui est caractérisé par un constant affairement n'est pas autrement pathologique, c'est-à-dire pathologique en quel sens? Je dirais, il n'y a pas beaucoup de liberté, d'ampleur de la respiration, c'est un peu étriqué, si vous voulez. Alors pour le dire d'une dernière façon, l'émerveillement de l'enfant, chacun de nous, devant les merveilles qui sont autant de miracles, dissout l'évidence de ce qui va de soi. C'est pas évident. Il y a un arbre, mais il est extraordinaire. Dans 2 jours, il va être, on ne sait pas pourquoi, on reviendra, il aura été coupé. Parce qu'il est passé, parce que les racines ont soulevé un peu un pavé. Ah, c'est pas bien, d'accord. Non, il vaut mieux tronçonner l'arbre, faire disparaître les racines. Il n'y avait plus rien. Ou quelqu'un qui était vivant, il est plus vivant, il est plus là, il nous a quittés. Il nous est allé, une très belle expression quand j'étais petit, j'entendais. Il est parti à Jérusalem. C'est beau, je trouve. C'est poétique.
Hein, il n'est pas, il est décédé. Non, il est parti à Jérusalem. C'est très joli. On peut le croire ou pas à Jérusalem, c'est pas le problème. C'est joli comme façon de dire les choses. Puis il a fait un voyage, il est parti. Il est en voyage. Et donc, le non pathologique, c'est aussi quelque chose qui relève d'une perte de l'évidence naturelle, en tant que c'est une évidence qui serait la vie dans ce qu'elle a de terne, et qui est plus ou moins nos vies à chacun, puisqu'il y a des moments où on est pris tous par nos affairements, et c'est normal, enfin, c'est pas non plus un problème. Et donc, la dernière question qui m'est venue, c'est est-ce que dans un cas comme celui de Hannah-Arendt, il n'y a pas un type d'activité précisément, cette fois esthétique au sens peut-être trivial du mot, qui permettrait d'avoir une relation au monde dans laquelle je n'ai pas besoin de savoir ce que je dois faire. Il n'y a rien à faire. Dessine, tu prends des crayons ou autre chose, je ne sais pas. Il n'y a rien à savoir. Enfin, évidemment, on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce que je fais avec les crayons? Et là, si je ne sais plus ce que je dois faire avec le crayon, on est mal parti. Donc merci beaucoup et désolé d'avoir un peu duré.